Un peu d'histoire à présent, c'est une lutte paysanne qui a marqué la conscience collective des Martiniquais. Du 22 au 26 novembre 1992, les producteurs de bananes prenaient d'assaut le tarmac des aéroports de Martinique et de Guadeloupe. Un blocage d'une ampleur exceptionnelle qui a paralysé les deux îles. En cause, l'ouverture du marché européen à la banane africaine. Près de 25 ans plus tard, Guy Flandrina, journaliste et ancien directeur de l'information d'ATV, publie Bananier de la République en colère aux éditions Jassor. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors vous avez mené une enquête minutieuse avec un travail de documentation incroyable sur cette crise majeure qui a frappé la filière banane aux Antilles en 1992. Pourquoi avez-vous choisi d'enquêter sur ce sujet plutôt qu'un autre ? Alors, c'est une enquête qui a duré pratiquement 3 ans. C'est une longue enquête qui a été menée à la fois en Martinique, en Guadeloupe, à Bruxelles, dans les pays d'Amérique latine et aux Canaries. Et c'est une enquête qui, si vous voulez, elle m'a interpellé. Elle m'a interpellé parce que c'est un moment fort de l'histoire des Antilles, des Antilles françaises, où pour la première fois dans un pays en temps de paix, des civils occupent des aéroports, celui de Jérézé en Guadeloupe et celui du Lamentin en Martinique. Et ces aéroports seront occupés pendant 4 jours. Et pour arriver à leur fin, les bananiers, les agriculteurs, ceux qu'on nomme les pecnos, les kouchas, les cultéreux, ont trompé et la vigilance de l'armée, des services secrets, des renseignements généraux, de l'armée, de la police, de la préfecture. Et ils ont réussi à prendre d'assaut de nuit ces aéroports et ont imposé finalement leur point de vue à l'ensemble des secteurs d'activité. Puisqu'il faut savoir que pendant ces occupations, pour ces occupations, tous les secteurs d'activité ont soutenu les bananiers. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est un conflit qui a fait l'unanimité, moins un. Moins un, lequel ? Moins un. Alors, à l'époque, vous aviez l'OPAM, l'Organisation patriotique des agriculteurs martiniquais, qui était opposée à ce conflit. Mais c'est la seule organisation de mémoire qui était opposée à ce conflit. Autrement, ils ont fait l'unanimité. Et c'est assez important de le dire. À une époque où on voit des pays, la Martinique et la Guadeloupe, qui sont assez divisés, il y avait une unanimité à la fois, j'allais dire, sociale et ethnique. Vous aviez les nègres, les béquets, les Indiens, les gros, les petits, les moyens. Tout le monde était ensemble, aligné derrière le conflit social, derrière la production de la banane. Alors, mais comment est née cette crise ? C'est quoi le fondement de cette crise ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les prémices de cette crise, on les voit déjà dès mars 92, où effectivement, il y a un fléchissement des cours, parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire notamment envahissent le marché français. Il n'y a pas de réaction des autorités françaises, et tout naturellement, les agriculteurs ont du mal à vivre. Ils ne peuvent plus vivre de leur production, les cours chutent, mais de façon extraordinaire. Ce qui explique en particulier d'ailleurs le soutien qu'ils ont pu avoir de l'ensemble des secteurs d'activité. J'ai rencontré par exemple un pharmacien du Nord-Atlantique qui me dit, bon, on a soutenu, les pharmaciens, les médecins ont soutenu cette activité parce qu'à l'époque, nous n'avions plus de clients, nous n'avions plus de patients parce que les gens n'avaient plus de quoi payer le médecin, la pharmacie, voire même leur nourriture. Donc l'endettement était tellement fort qu'il fallait absolument que les bananiers puissent se mettre dans la rue pour se faire entendre. Et donc ça, c'était lié vraiment à la libéralisation du marché de la banane, on va dire dollar, africaine, camerounaise et Côte d'Ivoire, qui a eu effectivement un impact sur le marché de la banane antillaise. Alors on peut dire ça parce que si vous voulez, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, voyant qu'on allait passer au marché unique européen, ont senti qu'il y avait là... Suite au traité de Maastricht, entre autres. Voilà, ils se sont aperçus qu'il y avait là une opportunité de se faire entendre. Bon, donc ils ont envahi les marchés. Quand je dis le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y avait surtout les multinationales bananières, les 4 sœurs, comme on dit, donc Dole, Chiquita, etc., qui ont décidé qu'il fallait qu'elles augmentent leurs exportations vers l'Europe parce qu'elles voyaient bien que l'Europe allait changer. En plus, à l'époque, vous aviez un Français, Jacques Delors, qui était président de la Commission, et il fallait absolument qu'elles puissent marquer leur territoire pour être présentes sur ces marchés de façon plus significative. Puisque je vous rappelle qu'il y a eu l'accord 2 tiers, 1 tiers du général de Gaulle, qui en 1962 attribuait 2 tiers du marché de la banane aux producteurs français.
Alors, si on revient sur ce blocage des tarmacs, quand même, c'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine de bloquer des aéroports internationaux. Alors, est-ce que cet exploit a été rendu possible car il a été mené par d'influents propriétaires agricoles, principalement donc, représentés par des béquiers? Est-ce que si ça avait été que des... Je ne dirais pas ça, Non. parce que les béquets, en fait, dans cette action, ont été plus, j'allais dire, ils ont plus suivi le mouvement qu'ils en ont été les initiateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez 18 membres de la coordination, qui pour l'essentiel sont des nègres, qui ont mené cette... J'emploie ce terme parce qu'il y a une tendance, si vous voulez, à la racialisation des propos en Martinique. On voit bien de quoi on parle. Et l'essentiel de l'action a été conduite par des hommes de couleur qui ont initié le mouvement. Je pense notamment à Franz Alexim, je pense à Christian Dachir, je pense à Jacques Coligny, Christian Cartès. Ce sont les hommes qui étaient à la base de ce mouvement. Et ils étaient 18 au total. Il y avait une seule femme, Liliane Laurent, qui était une agricultrice également, pas productrice de bananes, elle était productrice de laitue, en maraîcher essentiellement. Mais ce sont ces gens-là, qui étaient 18 au total, qui ont initié le mouvement. Après, vous avez un garçon comme Jacques Coligny, qui était directeur administratif et financier du JPAM. Eh bien, son directeur, Olivier de Pompignan, ou son président, M. Despointes, Daniel Hugues Despointes, qui sont tous les deux des béquets, n'étaient pas informés de ce qui se passait. Vous savez, donc ils ont en fait suivi le mouvement. Alors, à l'époque, la France vient donc de signer ce traité de Maastricht, la libéralisation du marché européen avec cette politique commerciale commune. Comment a réagi le gouvernement à l'époque, le gouvernement de Bérégovoy, face à cette mobilisation? Alors, cette mobilisation a été à l'origine de l'inertie du gouvernement. Le gouvernement, à l'époque, c'était le gouvernement, effectivement, vous avez raison de le rappeler, de Pierre Bérégovoy, qui était socialiste, et ils n'ont pas du tout réagi. C'est-à-dire que la banane n'était pas leur préoccupation première. Il y avait l'ouverture du marché unique qui s'annonçait, mais ça n'était pas une priorité. Et le gouvernement a commencé à bouger quand, effectivement, il y a eu cette crise, et notamment lorsqu'il y a eu l'arrivée de Jean-Pierre Soisson au ministère de l'Agriculture. Je vous rappelle que le ministre des Dom-Tom à l'époque, c'était Louis Le Pensec, et ces deux hommes-là ont une coordination entre eux et avec les planteurs, et c'est ce qui est véritablement pu faire avancer les choses, avec des hommes tels que Yves Ayotte qui s'est déplacé à Bruxelles, Laurent de Meillat qui s'est déplacé à Bruxelles. Je pense également, il relayait l'action des planteurs en Martinique et en Guadeloupe auprès des autorités parisiennes. Alors, une dernière question, est-ce qu'une crise comme celle de 92 peut toucher à nouveau la filière banane antillaise aujourd'hui? Mais écoutez, je vais prendre un exemple. Il y a un accord qui a été signé à Genève le 16 décembre 2009. Je dis ça de mémoire. Et cet accord prévoit l'abaissement des tarifs douaniers. Alors, il faut savoir qu'on risque de passer de 176, on partira de 176 euros pour arriver à peu près à 75 dollars, je dis euros, c'est dollars, à 75 dollars en 2020. C'est-à-dire que manifestement, la préférence communautaire ne jouera plus en faveur de la banane française. C'est une banane propre, donc, je rappelle. Il peut y avoir encore une crise. Il y aura très certainement une crise comme ça. Je vous remercie, Ingrid Flandrina, pour cet éclairage historique. Votre ouvrage, vous pouvez le montrer, Bananier de la République en colère, aux éditions Jassor, à lire sans modération.